Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Donc ce soir, nous accueillons Pauline et Karl qui ont participé à l'ouvrage collectif Matérialisme Trans qui est là, qui est paru aux éditions Hystérique et Associés. Merci d'être là aussi. Hystérique et Associés, c'est une maison d'édition qui avait publié Stone Butch Blues, puissant roman de Leslie Feinberg, que vous avez dû voir passer. On avait fait une rencontre il y a 1 an et demi, 2 ans de ça. C'était une belle rencontre aussi. Donc ce soir, Pauline et Karl qui vont venir nous parler de ce livre. Et vraiment, c'est un livre qui essaie de reposer la question des rapports sociaux qui traversent en fait les réalités trans, avec toujours ce prisme du féminisme matérialiste. Et ouais, moi j'ai trouvé ça super intéressant, quoi. C'est aussi une façon de critiquer le seul angle identitaire et qui est parfois réducteur, en tout cas individualisant et dépolitisant, mais ça on pourra en discuter. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que depuis plus d'1 an maintenant, on enregistre toutes les rencontres de façon à ce que les gens qui ne soient pas là puissent les réécouter. Mais certaines sont également filmées, donc par le collectif TV Bruit. C'est le cas d'aujourd'hui. Et à ce propos, il y a la captation d'Amandine Gay, donc, qui a été filmée il y a une dizaine de jours. Amandine Gay, du coup, qui était venue parler autour critique de l'adoption internationale et qui va être rediffusée vendredi 12, ce vendredi à 18h. C'est trouvable sur notre site ou sur le site de TV Bruit, qu'on remercie. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'il y avait ce micro qui allait circuler au moment du débat, et de façon à ce que tout le monde puisse s'entendre et puisse écouter aussi. Voilà, bonne rencontre. Quand vous prenez le micro, essayez de... Est-ce que là, tout le monde m'entend ? Ok, donc bonsoir. Donc j'ai un petit peu présenté... Merci. On peut présenter le bouquin. Donc vraiment, c'est gentil à la librairie Terra Nova de nous donner l'occasion de présenter ce bouquin collectif, Matérialisme Trans, que j'ai co-dirigé avec Noémie Grunenwald, qui est la fondatrice de la maison Hystérique et Associés. Et je vais un peu revenir comment on en est venu à ce projet de bouquin et aux théories qu'on y défend, avant de laisser la parole à Karl qui résumera son contenu. Alors, Matérialisme Trans, avant que ça soit un livre, ça a été un colloque, une journée d'études plutôt, que j'avais organisé en mars 2019 à l'ENS de Lyon, parce que c'était mon institution de rattachement à l'époque. Comment j'en étais venu à ce colloque ? En fait, ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il y avait en France, mais pas seulement d'ailleurs, des théorisations féministes matérialistes sur la transitude. C'est-à-dire qu'il y avait eu une première salve de blogs et de fanzines dans les années 2010, comme Sortir les couteaux, Lacets rouges et vernis noirs, Suck My Glock, Un bruit de grelot, Bad Assise. Et ensuite, il y avait eu un peu une deuxième salve, vraiment de ces toutes dernières années, notamment autour du blog Questions trans et féministes. En plus des blogs et des zines, ça passait pas mal par des comptes Twitter, des brochures, des traductions sur InfoKiosque. Donc ça passait vraiment plutôt par des formats do-it-yourself et extra-académiques. La thèse d'Emmanuel Bobatti, Transfuge de sexe, par laquelle ce type d'approche féministe matérialiste de la transitude c'est un peu rentré dans le monde académique, c'était vraiment du coup plutôt à la fin de toute cette phase-là, de tous ces développements. Bon, mais quand je dis développement, il faut bien voir qu'à la base, même si une partie des gens qui faisaient ces blogs, ces threads sur Twitter, ces traductions, ces zines, se connaissaient,
c'était quand même un truc un peu éclaté, qu'on faisait chacun dans notre coin, on livrait nos réflexions, puis on passait à autre chose. Parfois les blocs disparaissaient, les îles on les trouvait plus forcément, ou seulement dans la ville où ils avaient été faits. Et c'est un petit peu de là que m'était venue en 2018 plutôt, l'idée de ce colloque. Parce que je connaissais plus ou moins une partie des personnes que j'ai invitées, ou alors je les avais lues, ou j'en avais entendu parler. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal avec ces gens-là de faire une journée pour rassembler un peu nos travaux, pour discuter sur ce qu'on a à s'apporter, voire pour se coordonner. Donc, c'est vraiment pas parti de l'intention d'intention polémique quelconque. C'était juste une volonté scientifique, on pourrait dire, d'échange, de rassemblement, pour organiser un petit peu un chantier intellectuel à partir de tous ces travaux qui auparavant se faisaient de ci, de là. Faire ça à l'université, à l'ENS Lyon en l'occurrence, c'était pas par un souci de respectabilité. D'abord, c'était pour avoir du fric, pour organiser ça, payer des billets de train, des hôtels aux gens, quoi. Et puis d'autre part, parce qu'à l'université, quand même, avec tout le monde qui y passe, les moyens de diffusion que ça a, on se disait ça va juste nous donner plus d'audience pour faire connaître l'événement et puis faire connaître nos idées. Alors c'était qui tout ce beau monde que j'avais invité à cette occasion-là? Bon, ça a un peu évolué entre le colloque et le bouquin. C'est-à-dire que au colloque, j'avais invité quelqu'un qui était la cofondatrice du blog Questions Transféministes qui s'est décommandée au dernier moment. Merci à elle. Et dans le bouquin, on a ajouté 2 articles qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas des contributions du colloque, notamment celui que Karl t'a coécrit avec Ellie. Mais bon, sur qui c'est les gens qui ont participé à tout ça, le premier point, c'est que ce n'était pas seulement des universitaires. Il y avait quelques personnes, dont Emmanuel Bobati et moi, qui étions de l'université, même si à l'époque on n'était pas encore titulaire, soit des chercheuses et des chercheurs, soit des étudiantes et des étudiants, mais le reste des contributeurs et contributrices soit n'étaient pas en études ou plus en études, souvent dans le salariat ou au RSA ou dans la débrouille, ou alors étaient en reprise d'études ou commençaient juste des études en SHS sans en avoir fait avant, en ayant juste travaillé. Ou alors c'était des études, mais dans des domaines qui n'avaient juste rien à voir avec ça, avec le bouquin et le colloque. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que toutes ces personnes, il s'agit de gens qui, très majoritairement, ont aussi une activité militante. Ce pas des pures chercheuses et chercheurs, c'est des gens qui lient leur activité théorique à leur militantisme, à la fois pour trouver des outils théoriques utiles dans les luttes, et aussi parce que l'action politique, ça a des effets sur la théorie. Cette composition des auteurs et des autrices de matérialisme trans, ça c'est quelque chose qui est propre au champ intellectuel émergent. Quand il y a un nouveau champ intellectuel qui se développe, qui n'est pas encore vraiment institutionnalisé, la production des savoirs, elle n'est pas monopolisée par les universitaires et par l'espace universitaire. Et du coup, vraiment, quasiment toutes les contributeurs et contributrices du bouquin sont engagés ou l'ont été dans des mouvements qui peuvent être des mouvements féministes, lesbiens, trans, contre le VIH, anarchistes, antiracistes, antifa, communistes, etc. C'est vraiment quelque chose qui nourrit nos réflexions. Donc il s'agissait vraiment de rassembler tous ces gens-là pour essayer de contribuer à faire émerger un champ de recherche plus coordonné. Mais il s'agissait aussi, pour nous, de se réapproprier une parole. Ça, c'est vraiment un point que souligne beaucoup Noémie Grunenwald dans la préface qu'elle a donnée au bouquin. C'est que nos recherches et la volonté qu'on avait de leur donner une place à la fac, c'était aussi une réaction à une dépossession. Quand elle écrit dans sa préface qu'on voulait râler un coup pour ne plus être, je la cite, celle qui est parlée, celle qui est écrite, c'était pour plus être celles et ceux à la place de qui on parle. Cette dépossession, c'est quoi? C'est la dépossession des discours considérés comme légitimes sur la transitude.
qu'ils soient médicaux, qu'ils soient queer, mais dont on constatait qu'ils étaient la plupart du temps tenus à la troisième personne sur les trans, sans répondre à une épistémologie du point de vue à laquelle nous tenions en tant que féministes. Et que c'est des discours qui oscillent entre pathologisation et fétichisation. Donc c'est vraiment aussi pour gueuler contre ça, pour nous réapproprier un discours sur la transitude qui se fasse au grand jour, sur la place publique, et sur une place publique légitime, genre à Normal Sup, qu'on a organisé cette journée. Et comme ça a été plutôt une réussite, qui a dépassé toutes nos attentes, genre on a été une centaine, et il y avait vraiment plein de gens, des gens à la fois jeunes, des gens qui avaient fait les années 2000, qui étaient un peu les années d'introduction du queer en France. Et bah voilà, avec Noémie, on a décidé de publier les actes du colloque, donc un peu augmenté. Et on a fait ça dans la maison d'édition associative qu'à la base, elle avait juste créée pour publier la traduction collective de Stone Butch Blues. C'est ce qui fait que Matérialisme Trans, c'est le deuxième bouquin qui paraît là. Dans ce livre, il est donc question de transitude. Alors bon, c'est le terme le plus large possible qu'on a pris pour désigner les populations trans. Et qu'est-ce qui nous a amené à élaborer ces théories matérialistes de la transitude, dont ce livre est un premier exposé collectif? Ça répondait à un besoin face à des dépossessions, mais aussi à des lacunes dans les études sur la transitude. Alors c'est quoi ces lacunes? C'est des lacunes qui sont propres au type de discours qui ont historiquement prédominé, et prédominent d'ailleurs en grande partie toujours, lorsqu'on parle de ce sujet-là, lorsqu'on parle de transitude. Et je crois qu'on peut en distinguer 6. Premièrement, un discours médical, principalement venu de la sexologie et de la psychiatrie, qui souvent accompagne les pratiques de soins, ou d'ailleurs au contraire rejette les pratiques cliniques, mais qui est toujours pensé comme une régulation et un encadrement des changements de sexe. Donc ça, c'est le type de discours qui est souvent critiqué à juste titre par les mouvements trans, pour son caractère pathologisant, qui appréhende généralement la transitude comme un phénomène individuel et intérieur, une identité de genre anomalique qu'il s'agit de traiter. Donc c'est une approche psychologisante et paternaliste surtout. Deuxième discours, un sensationnalisme médiatique, un cis-sensationnalisme, comme écrirait Félix, ici présent, qu'on retrouve dans les films, les séries, les émissions, même celles qui se la jouent bienveillantes, et qui est centrée sur des parcours individuels dont il s'agit de faire ressortir le caractère atypique, voire scandaleux, difficile et puis courageux, à grand renfort de témoignages personnels et de mecs trans en train de faire de la muscu et de meufs trans en train de se maquiller. Parce qu'apparemment, on sait faire que ça. Oh, j'ai oublié de me maquiller ce matin. T'as fait ta muscu, toi? Merde. Oh, putain. On est dans la merde. Troisième type de discours, des approches sociologiques qui, jusqu'il y a peu de temps, étaient assez limitées et qui abordaient pas tellement la transitude pour elle-même, mais juste comme une espèce de cas limite qui est intéressant pour parler d'autres choses, pour parler de trucs plus larges, plus généraux sur ce que ça a dit du genre, comme chez le sociologue Harold Garfinkel, qui dans son bouquin Recherche ethnométhodologique parle d'une femme trans, mais pour dire des trucs plus généraux sur le genre. Quatrième discours, dans les discours féministes, on se rendait compte que c'était un sujet, la transitude, qui avait été sous-thématisé, très très peu traité, ce qui avait fait que jusqu'il y a quelques dizaines d'années, les seuls écrits féministes qui étaient massivement consacrés au sujet trans, c'était les écrits à charge. Les écrits des féministes anti-trans, soit les TERF, soit surtout, parce qu'en fait elles sont beaucoup plus massives que les TERF, les féministes libérales. Cinquièmement, les approches queer, qui le plus souvent utilisent la transitude comme une espèce de caution, en l'abordant non pas à partir de sa réalité sociale, mais comme quelque chose qui serait intrinsèquement subversif et qui est invoqué comme argument pour prouver que le genre c'est artificiel. Ça, c'est le genre de truc qu'on trouve chez Butler ou chez Arnaud Alessandrin, que à Toulouse, vous connaissez bien pour l'avoir foutu dehors il y a quelques années, et je vous en félicite. Bravo, well done. Et sixièmement, alors ça c'était pas encore très présent à l'époque, mais ça s'est développé depuis le colloque, un type de discours qui en France vraiment s'est développé depuis quelques années, qui est une forme de transphobie savante et amatrice. C'est un truc qui est fait par des universitaires dont c'est pas du tout le champ de compétences,
Genre, c'est des gens qui avant écrivaient des bouquins sur Platon ou l'épistémologie de la physique quantique ou Roland Barthes et qui tout d'un coup se disent oh, putain, j'ai publié un bouquin sur les trans. Et donc ils sont en mode c'est pas leur champ de compétences, donc ils vont faire de la transphobie en amateur ou en amatrice, mais néanmoins en tirant une légitimité de leur position universitaire, même si en termes de compétences ça n'a rien à voir. Et ça fait quelques années qu'on a vu fleurir une série d'ouvrages qui sont tous très longs, très pamphlétaires, très énervés, très obsessionnels, et donc dépourvus de toute rigueur méthodologique, sur la transitude et qui sont vraiment écrits par des gens assez puissants, vraiment des vieux pontes de l'université, comme Éric Marty, comme Claude Habib, comme Jean-François Braunstein, ou comme Monique Cantos-Perber. Et là, quand ils parlent de la transitude, c'est comme quelque chose qui serait un exemple d'un mouvement postmoderne plus large qui vient des États-Unis et qui vient dissoudre notre belle culture française aux côtés de la woke culture, de la cancel culture et de l'islamo-gauchisme. Et contre tout ça, il faut mener une croisade. Bon. Alors, tous ces discours hégémoniques sur les trans, soit ça nous laissait un peu sur notre faim, soit ça nous foutait le seum, hein, grosso modo. Pourquoi ? Parce que ces discours, ils opèrent une psychologisation, une essentialisation et une désocialisation de la transitude pour y voir juste une espèce de données inhérentes à des identités individuelles, mais sans chercher à rendre raison, et encore moins à rendre justice, des expériences, des pratiques qui font que la transitude, c'est quelque chose qui impacte en partie les trajectoires de vie des individus. Donc c'est des approches surtout psychologiques et statiques contre lesquelles il nous a semblé important de mettre en relief le caractère processuel, le caractère social des réalités vécues trans. Deuxièmement, parce qu'on constatait le manque de conceptualisation de la transitude dans les corpus que nous on utilisait par ailleurs en tant que militantes et militants. Et notamment en tant que militantes féministes et lesbiennes attachées dans nos pratiques à l'autonomie du combat féministe. C'est-à-dire qu'à la fois, d'un côté, on constatait que les conceptions matérialistes et féministes radicales qu'on utilisait dans nos luttes, par leur antinaturalisme, ça permettait de rendre compte de la transitude, de critiquer le cissexisme. Mais d'un autre côté, on constatait que les grands noms de ces conceptions avaient très très peu parlé de transitude, et souvent d'une manière hostile. Et d'ailleurs sans aucun travail derrière. Comme chez Delphi, comme Nicole-Claude Mathieu, elles en ont très peu parlé. Quand elles en parlent, il n'y a vraiment pas de travail de terrain, il n'y a pas de travail de biblio, enfin, il n'y a vraiment aucun sérieux intellectuel derrière. Donc il y avait vraiment ce hiatus, pour nous, cet écart entre nos outils théoriques et militants d'un côté, ce qu'on pensait que ça permettait, et de l'autre côté, leur insuffisance sur ces questions. Et du coup, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, donc on a décidé de le faire nous-mêmes. On s'est lancé nous-mêmes dans cette théorisation. Alors, on n'est pas les seuls, hein, ça fait depuis les années 2010 principalement qu'aussi dans les espaces anglo-saxons, il y a eu des théorisations dans ce sens-là. Mais voilà, on a voulu concentrer dans le livre une bonne part de ces travaux français pour formaliser un peu le champ et marquer le coup d'une manière plus durable que par les blogs et les zines, même si ce n'est pas antinomique. Je te laisse la parole pour présenter le bouquin. Donc, on a une préface d'abord de Noémie Grunenwald qui est très jolie. Je vous invite à la lire, elle est très courte. La préface est Noémie. C'est filmé. Ensuite, on a donc une introduction de Pauline Clochet qui s'appelle « Du spectre du matérialisme à la possibilité de matérialisme trans ». Donc là, on a carrément une reprise en fait du concept de matérialisme comme il est développé par Marx dans ses jeunes années, il me semble. Voilà. Donc elle en parle mieux que moi, donc je vous donne le crash course que j'en ai, qui est que donc à la base on part d'une provoque en fait de Marx qui se déclare matérialiste en provocation par opposition donc à ses opposants qui eux seraient dans l'idéologie et enfin dans l'idéalisme, pardon, n'importe quoi.
Et donc l'idée du matérialisme, c'est de partir donc des conditions matérielles d'existence des classes ouvrières. Et à partir donc de ce point de départ, qui donc est un point de départ marxien, on évolue vers donc le féminisme matérialiste, qui est une reprise en fait des principes marxistes et une critique de ces principes, dans la mesure où Marx est misogyne, voilà, on va le dire simple, hein, et que du coup, il ne pense pas à la cause des femmes dans ses écrits, et donc beaucoup de féministes comme Christine Delphi, par exemple, ou Nicole Colonne-Mathieu, reprennent en fait le cadre d'analyse développé par Marx pour questionner notamment la question du travail domestique, etc. Et donc le point de finalité, c'est de parler donc de la reprise en fait de ces cadres théoriques dans le contexte du développement donc de pensée matérialiste trans, donc qui est l'objet du livre dont on parle aujourd'hui. Ensuite, donc l'article qui ouvre, c'est Le genre précède le changement de sexe d'Emmanuel Bobatti. Donc on a un titre qui reprend justement la formule de Christine Delphi, Le genre précède le sexe. Donc c'est un résumé de la thèse en fait d'Emmanuel Bobatti, puisque lui il a travaillé sur la question en fait des personnes trans et du changement de sexe. Et il a conceptualisé à partir de sa thèse ce qu'il appelle l'espace social du genre, et aussi le genre non pas comme un axe en fait qui serait un spectre, mais comme quelque chose qui serait un axe vertical, c'est-à-dire l'idée que il y a donc la classe des femmes qui serait en bas de l'axe vertical, puisqu'il est communément admis que la situation de la classe des femmes est défavorable, est une classe dominée par rapport à la classe des hommes qui est la classe dominante. La classe des hommes qui serait donc en haut de ce spectre vertical, et qu'en fait les personnes trans effectueraient un transfuge sur cet axe du genre. Ensuite, on a l'article Autonomie et autodétermination de Séverine Batteux. Donc là, c'est un article en fait qui avait été publié initialement dans le numéro 2 de la revue Assiégée, et dont l'intérêt était à partir en fait de la position de l'autrice, qui est du coup une femme trans racisée, de parler en fait de son expérience militante dans les milieux antiracistes, anti-impérialistes, et aussi dans les milieux queer blancs, où en fait elle questionnait la place des femmes trans racisées, qui ont une place en fait qui est présentée comme centrale, mais pour un motif de tokenisation, c'est-à-dire sans pouvoir être sujet au sein de ces luttes en tant qu'objet de subversion, objet un peu fétiche par excellence des luttes pour les opprimés. Et elle reprend par exemple un des cadres d'analyse qui est intéressant, c'est la mobilisation en fait dans les milieux queer blancs d'exemples de conceptualisation du genre qui occurrent dans des contextes racisés, mais surtout précoloniaux, donc des contextes qui n'existent plus. Par exemple, le fait de mobiliser la figure des Two-Spirits dans un contexte où la culture native en fait actuellement n'existe plus comme en contexte précolonial, puisque les natifs ont été massacrés par les Anglais et les Espagnols. Et les Français, et les Portugais, et voilà, par les puissances européennes. Donc c'est dans ce contexte en fait qu'elle prône justement l'autonomie et l'autodétermination donc dans son article. Ensuite, on a un article de Constance Lefebvre qui s'appelle Femmes trans et féminisme, les obstacles à la prise de conscience féministe et le ciscentrisme dans les mouvements féministes. Donc là, Constance en fait propose une analyse des différents mouvements féministes, qu'ils soient queer
ou libéraux, mainstream, ou complètement gender critical, TERF, en expliquant comment, en fait, dans ces mouvements, la manière dont sont perçues les femmes trans est une barrière à la possibilité pour les femmes trans de prendre conscience en fait, des intérêts de la lutte féministe. Donc elle en parle aussi en disant que de base, il n'est pas attendu des femmes trans qu'elles soient féministes, puisqu'il n'est pas attendu des femmes en fait qu'elles soient féministes. Donc du coup, pour le personnel médical et administratif, le fait de réclamer en fait une position de femme féministe ou de femme lesbienne, ça peut déjà être une barrière en fait à la réalisation de la transition. Mais au-delà de ça, une fois dans les milieux militants féministes, le côté donc soit subversion par excellence dans les milieux queer, ou alors l'absence de formation dans les milieux libéraux sur la question, qui fait considérer qu'en gros la question des femmes trans est nécessairement spécifique. C'est-à-dire que dans les milieux libéraux, quand elles sont acceptées, c'est en position de femmes trans de service, donc pas consultées sur des questions qui auraient qui concernent les femmes en fait en général, uniquement sur les questions qui concernent les personnes trans, alors même que voilà, elles pourraient n'en avoir aucun intérêt, considérer que voilà, c'est plus nécessairement une question. Et donc après, sur les gender critical, Constance Lefebvre en fait a longtemps analysé les milieux gender critical. Elle continue de le faire d'ailleurs. Elle analyse des Reddit, des forums, etc. Donc elle connaît très bien leur rhétorique. Et elle en présente un exemple qui est très intéressant dans son article, notamment sur le fait que les gender critical... en fait, son point de vue, c'est que les gender critical sont des clowns. Voilà, c'est ce qu'elle dit régulièrement. Le motif étant que, en fait, elles appliquent sous prétexte... En fait, elles reprennent des principes réactionnaires sous couvert de féminisme pour pouvoir se justifier d'être anti-trans. Donc, par exemple, elles établissent des listes des vécus que sont censées avoir partagé toutes les femmes. Et voilà, ces listes sont naturalisantes. Pour elles, il n'est pas possible que des femmes trans aient vécu l'entièreté des éléments de la liste. Et quand sur leur forum, par exemple, une femme cis dit « mais moi, je comprends pas, j'ai pas vécu tous les éléments de la liste », on lui dit « non, mais t'en fais pas, t'es valide et légitime quand même ». Et du coup, c'est un peu ce paradoxe de naturaliser ce que serait une essence femme, un vécu de femme, pour justifier justement leur rhétorique transphobe. On a ensuite l'article donc, de Noémie Grunenwald qui s'appelle « Des femmes comme les autres, penser les violences faites aux femmes trans à travers la pratique de l'autodéfense féministe ». Donc là, Noémie, en fait, à travers sa pratique de l'autodéfense et ses analyses, a proposé de réfléchir à qu'est-ce qui, dans les ateliers d'autodéfense féministe, pouvait constituer une barrière pour les femmes trans. Et pour Noémie, en fait, son point de vue, c'est de dire que quand on pense aux femmes trans et à l'autodéfense féministe, on y pense en fait sur le point de vue d'un moment qui est assez court, qui serait la période où les femmes trans sont nécessairement visibles. Et du coup, on considère que ce qui pourrait convenir en fait en tant qu'autodéfense pour les femmes trans ne peut pas convenir en fait dans les milieux d'autodéfense pour les femmes, ou alors que c'est forcément spécifique et qu'elles sont forcément identifiées en tant que femmes trans quand elles sont victimes d'agressions dans la rue. Et donc Noémie avance le fait que quand des femmes trans subissent en fait du harcèlement de rue ou des violences dans la rue, etc., des contextes où elles pourraient avoir besoin d'autodéfense, c'est en tant que femmes en fait qu'elles sont attaquées, et que du coup c'est en tant que femmes qu'elles ont besoin d'apprendre à répondre, et que si des besoins
spécifiques pourraient être liées à leur vécu de femme trans, il n'est pas nécessairement là où on pense que les besoins sont, et que notamment il y aurait peut-être des éléments à revoir, comme par exemple une des pratiques courantes dans les ateliers d'autodéfense, c'est de dire ben voilà, en tant que femme, essayez de faire peur à votre agresseur en le surprenant et donc en prenant une très grosse voix, ce qui est un peu contre-intuitif pour des personnes qui, par exemple, transitionnent et à qui on a appris justement à prendre une voix assez douce, calme, posée, justement, pour pouvoir accéder à la transition, par exemple. Donc en fait, elle, son point, c'est de dire on ne se présente pas sur l'apparence ou etc. ou sur une idée de l'état en fait de transition de la personne, mais juste sur des méthodes de défense qui seraient adaptées à des parcours différents, mais au même titre qu'en fait d'autres femmes qui sont dominées sur d'autres rapports, rapports de domination que uniquement le genre, pourraient avoir besoins spécifiques. Ensuite, on a l'article donc, de Joao Gabriel qui s'appelle « Devenir l'homme noir, repenser les expériences transmasculines au prisme de la question raciale », qui du coup est assez intéressant parce qu'en fait, il remet en question en partie l'article d'Emmanuel Bobatti. Puisque le point de Joao Gabriel, c'est de dire, certes, les hommes et les femmes trans sont des transfuges de classe de sexe, mais il faut nuancer cette histoire de transfuge de classe de sexe, puisqu'il faut la remettre dans le contexte de la race. Et le point de Joao, c'est de dire les hommes trans noirs ne transitionnent pas en fait de femmes noires, femmes cis noires à hommes trans noirs. Ils transitionnent de femmes cis noires à hommes noirs, qui certes sont trans, mais le vécu en fait des hommes noirs est particulièrement violent et vient en fait amenuiser tout privilège éventuel qui pourrait être gagné par un transfuge de classe de sexe. C'est-à-dire que typiquement, si on prend le cas de l'espace public est particulièrement dangereux pour les femmes en général et pour les femmes noires, mais l'espace public est tout aussi dangereux en fait pour les hommes noirs qui subissent les violences policières, par exemple. Donc, lui souhaite analyser... en fait, l'article, c'est une hypothèse qu'il émet, c'est-à-dire que il a constaté ça, lui, de son expérience et des expériences qu'il a collectées à ce sujet. Et c'est quelque chose qu'il souhaite mettre à l'épreuve et qu'il met à l'épreuve actuellement puisqu'il étudie la question. Donc ensuite, on a l'article de Pauline, je lui laisserai la présenter. Et donc, avant de vous présenter mon article, je vais vous présenter très rapidement l'article de Philippa Arpin, puisque en fait, n'étant pas du tout versée en philosophie, je ne l'ai quasiment pas compris. Donc c'est une histoire... Mais non, mais c'est vrai, je suis désolée, il est très difficile, il est très intéressant. C'est Histoire critique de la notion d'identité de genre, qui du coup, en fait, est une présentation de l'identité de genre à travers différents textes, prismes, etc. Et en fait, je suis incapable de vous en dire plus, malheureusement. Je suis vraiment désolée. Ça révèle surtout que Pauline fait mal ce recrutement de... Et donc, avant de repasser la parole à Pauline, je vais vous parler donc de l'article que nous avons écrit avec Ellie, qui s'appelle « Paroles de mec trans matérialiste ». Donc, le contexte, concrètement, c'est que après le colloque, on avait eu pour projet de faire une émission de radio qu'on n'a jamais faite, Radio Canu. Mais oui, tu n'en souviens pas? Donc avec Pauline, qui était invitée, mais du coup, l'a oublié. Et avec Naomi de Lyon. Oui. Enfin bref. L'émission n'a jamais eu lieu, parce que, comme vous pouvez le constater, mais par contre, ça a donné l'occasion avec Ellie de parler justement du sujet en fait, des hommes trans dans les espaces féministes et de comment on se positionne en tant qu'homme trans dans ces espaces.
Et c'était un sujet où en fait régulièrement on voyait qu'il y avait des espèces de controverses qui revenaient. C'était un peu comme un marronnier de dire mais quelle est la place des hommes trans dans les espaces féministes, comme si en fait c'était une question qui se posait vraiment. Et en fait quand on fréquentait les 10 espaces, ça se posait pas tant que ça. Et du coup, nous, on était un peu le cul entre deux chaises parce que, en fait, quand on allait dans les espaces féministes, on constatait que la question ne se posait pas nécessairement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de situation vraiment d'hostilité. Les hommes trans n'étaient pas assez présents pour que ça représente pour que ça justifie un tel marronnier. Mais en même temps, on n'était pas forcément à l'aise avec la défense de leur présence dans les espaces féministes, puisqu'on n'était pas à l'aise en fait avec le concept qui considère que les hommes trans tendent à appartenir à la classe des femmes à vie. Ça nous paraissait discutable. Donc du coup, ça tombait pas trop mal parce qu'en plus, Ellie est plutôt hétéro. Et moi, je suis très homosexuelle. Donc, on s'est dit qu'à deux, on allait couvrir un panel d'expériences qui était varié. Notamment, Ellie avait eu l'expérience des milieux lesbiens. Donc, c'est pour ça qu'on peut en parler dans l'article. Et moi, pas du tout. Je ne me suis jamais identifiée comme lesbienne. Enfin, voilà. Et donc, on a pu parler donc, l'un et l'autre de nos rapports au milieu féministe, des questions qui étaient soulevées dans les milieux féministes, du fait que régulièrement, en fait, la problématique qui se pose, c'est de dire les hommes trans devraient absolument être dans les milieux féministes, coûte que coûte, c'est leur place, c'est presque un droit de naissance, voilà. Nous, on dit pourquoi faire ? La pratique que nous on avait de ces milieux-là, c'était justement une pratique en fait de changement dans l'espace, c'est-à-dire que moi j'ai commencé donc à militer comme féministe hétérosexuelle et puis j'ai transitionné et donc du coup je suis devenue un homme trans homosexuel dans ces espaces. Et donc, la seule chose que j'ai constatée, c'est que ma place avait vaguement changé. C'est-à-dire que, concrètement, je n'étais plus au centre de l'espace, mais par contre, je pouvais y être sans problème, donner mon avis, participer. Enfin, vraiment, il n'y avait aucun souci. Et dans les milieux lesbiens, la pratique, c'est que, en fait, on a une place, de ce que Ellie m'ont dit, on a une place, en fait, en tant que lesbienne, qui est une place... légitime censée. Et puis en fait l'annonce de la transition, ça veut dire que on a gagné une place dans un cercle marginalisé et on doit se questionner sur qu'est-ce que je fais de cette place dans ce cercle marginalisé et comment je me positionne. Et une des difficultés, c'est que souvent en fait on n'est pas obligé d'en sortir. Mais le fait de ne pas en sortir, ça peut être un frein à la transition et une problématique sur les perceptions. Et donc, c'était le point d'Ellie qui, lui, a avancé un argument avec lequel je suis d'accord, qui est que les milieux lesbiens ne sont pas forcément hyper safe pour les mecs trans et qu'à la fois, ils y sont considérés comme, par essence... safe et acceptable, etc., tant que les choses se passent bien et tant qu'en fait ils correspondent à une vision de la masculinité qui est raccord avec les attentes donc de femmes cis lesbiennes. Et dès lors en fait qu'ils commencent à passer et à montrer des signes de masculinité un peu trop manifestes, ou alors dès lors que ça se passe plus bien dans les contextes interpersonnels, soudainement ils sont aussi trash que les hommes cis, voire même pire. Donc voilà. Donc c'est à partir de ces constats-là que nous on a proposé 2 points qui étaient de se mettre à dos en fait les féministes cis qui étaient contre l'inclusion des mecs trans, en leur disant on voit pas pourquoi il faudrait nous jeter. Et en même temps, les féministes cis et les mecs trans qui étaient pour une inclusion systématique des mecs trans, en disant, voilà, on est critique de ça aussi. Et puis finalement, à ce jour, je me suis fait insulter encore par personne. Donc du coup, a priori, tout va bien. Ça peut changer, mais voilà.
Du coup, je vais présenter les deux articles que tu m'as laissé à présenter. Très viteuf, le mien sur les conditions sociales de l'accès au corps. Où, bon, grosso modo, l'idée, c'était juste de dire que les contrôles sur les transitions, les limites mises à la transition par le corps médical, on ne peut pas l'expliquer si on en fait un truc juste qui concerne les trans, mais si on comprend ça à partir du patriarcat et l'hétérosexualité, si on comprend que c'est une structure plus générale d'appropriation du corps des femmes et du corps de toutes les femmes par les hommes, par la classe des hommes, et que c'est cette structure de contrôle sur les corps des femmes qui est active voilà, dans les limites mises à l'avortement, à la contraception, au contraire dans les contraintes à la contraception, qui explique aussi en fait les limites médicales mises à la transition des personnes trans. Et bon, quand même, je veux quand même un peu défendre l'article de Philippa Harpin. Bon, moi, je suis philosophe, donc j'ai mieux pigé le bail, mais c'est vrai que c'est écrit dans une langue très, très philosophique. En fait, moi, ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est que voilà, elle fait une histoire de d'où ça vient le concept d'identité de genre, et notamment du fait que ça vient de la sexologie, de la psychiatrie. Et elle a retrouvé un article que je trouve intéressant, qui est un article qui a été paru en 1979 dans Questions féministes, le journal féministe matérialiste de l'époque, qui était d'une féministe matérialiste lesbienne, Monique Plaza, qui était un compte-rendu du bouquin de Robert Stoller, le psychiatre Robert Stoller, qui avait tenu un grand rôle dans la formation des cliniques de l'identité de genre aux États-Unis, qui s'appelle Recherche sur l'identité sexuelle à partir du transsexualisme. Donc, on a vraiment dans cet article-là, qui était assez peu connu, une première forme de critique féministe matérialiste de la manière dont les protocoles médicaux états-uniens et leurs théories avaient certains pans assez naturalistes, parce que ce que montre Monique Plaza dans cet article de 79, c'est que le bouquin de Stoller, il part d'une dissociation entre le sexe et le genre, bon, truc assez classique, mais ensuite, pour dire non mais de toute façon, ce qui est le plus important, c'est le sexe physique, et que finalement, il introduit un peu des concepts critiques envers la naturalisation des sexes, mais il finit par reculer, par essayer de ne pas assumer complètement le caractère critique de son propre geste. Donc je trouvais que cet article-là qu'elle avait un peu exhumé, qui est très peu connu, et assez intéressant. Monique Plaza, c'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans le féminisme matérialiste et lesbien des années 70, avant comme beaucoup de meufs de cette génération, malheureusement, de devenir une transphobe, islamophobe patentée. Et puis, pire que tout, elle est devenue hétéro. Voilà. C'est triste. Bon, je pense qu'on a déjà pas mal parlé, donc peut-être qu'on peut passer au débat maintenant. Voilà, merci encore à vous. Si jamais je peux ouvrir le débat, mais je pourrais prêter le micro assez vite. Cette journée d'études, c'était en 2019. Est-ce que depuis, il y a eu d'autres discussions, d'autres débats qui ne sont pas forcément dans une conclusion du livre ou quoi? Comment ça a avancé aussi dans les milieux? Aussi, est-ce que ça a fait débat en fait ou c'est ce livre qui va venir faire un pavé dans la mare et qu'il n'y a rien qui s'est passé depuis 2019? Pour commencer à répondre, non, si, il s'est passé 2-3 trucs. Non, mais on s'est un peu embrouillé avec des gens. Mais bon, en fait, ce qui s'est passé depuis, bon, quand même, le colloque et le bouquin ont quand même été plutôt bien reçus. Il y avait du monde au colloque. Le bouquin, il se vend super bien. C'est le deuxième tirage, donc on est un peu surprise et surpris, et en même temps contente et content.
ça tourne bien. Et on voit qu'il y a plein de gens, y compris des gens qui partaient plutôt d'une position queer, des gens qui avaient fait vraiment les années 2000 dans les espaces squats, tout ça. À cette époque, il y avait vraiment beaucoup de squats queer qui s'ouvraient un peu partout en France et qui ont d'ailleurs plutôt aidé beaucoup de gens d'ailleurs ces espaces-là, mais qui avaient quand même un besoin de changer, de trouver des alternatives théoriques à ça. Après, ouais, il y a eu des embrouilles parce que ce qui s'est quand même passé depuis 2019, c'est que les féministes transphobes françaises, qui sont assez rarement des TERF en vrai, parce que vous savez, TERF c'est radical féministe à la fin, en vrai c'est plutôt des féministes libérales qui tournent autour du PS, ce genre de choses, et qui publient dans Marianne. Elles se sont un peu développées, elles ont pris pas mal d'importance dans le débat public, ce qui était moins le cas avant. Elles restent assez circonscrites, c'est pas des meufs hyper nombreuses, enfin vraiment on pourrait vous donner la liste des noms et limite des numéros de téléphone, mais on va pas le faire. Mais il y a quand même eu une arrivée de ces paroles-là qui étaient un peu plus marginales. Enfin, je veux dire, il y a 10 ans, vraiment les TERF et les féministes anti-trans, pour nous c'était en mode voilà, c'est 2-3 bouffonnes au Royaume-Uni qui sont complètement débiles et qui ont 92 ans. Et là, on a vu le truc un peu revenir en France, et c'est vrai que parfois ça nous inquiète un peu, d'où le fait qu'une partie d'entre nous ait participé à des tribunes. Il y avait eu la tribune Toutes des femmes dans l'IB, tout ça, ce genre de choses. Bon, et puis sinon, on s'est un peu embrouillé avec 2-3 queers, tout ça, mais ça n'a pas été non plus super vénère, quoi. Et puis ça n'a pas empêché dans certains cas des échanges tout à fait cordiaux. C'est plutôt sur une autre affaire, le colloque Sortir de l'hétérosexualité organisé par Juliette Drouard, qui a écrit Sortir de l'hétérosexualité, qu'on s'est un peu embrouillé, mais c'était pas directement lié à ça. Donc non, ce qui s'est passé depuis, voilà, c'est que aussi mine de rien, c'est qu'on a réussi quand même un peu à imposer ces thèmes-là, mine de rien. C'est qu'on se fait, on se fait inviter dans la librairie, on s'est fait inviter en colloque. Là où on a eu de la touche aussi, c'est que Emmanuel et moi, on a eu des postes et juste ça nous donne des bonnes positions pour essayer de faire passer un peu nos idées. Moi, j'ai eu du fric pour organiser un colloque sur la santé LGBTI à la fac d'Amiens. Donc ça, mine de rien, ça aide aussi en fait d'avoir ces positions-là. Oui, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même des publications là qui sortent, qui sont, enfin, je veux dire, par exemple, donc Emmanuel a eu un post, Emmanuel a publié aussi sa thèse. Là, il y a des travaux très intéressants qui sont faits dans une perspective qu'on peut considérer de matérialiste. Par exemple, il y a les travaux de Milan Bonté. Voilà, donc, mais bon, c'est des choses qui sont en cours actuellement et qui sont publiées. Voilà, Milan Bonté, il fait une thèse il est en thèse, c'est ça ? Ouais, en géographie. Je sais plus. En tout cas, il publie sur son blog du béton et des plumes, je crois. Les résultats, les premiers résultats de sa thèse, des méthodos, etc. Donc c'est des choses comme ça qu'on voit. On ne peut pas dire nécessairement que c'est lié au colloque, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un contexte en fait général, c'est-à-dire que il y a des le colloque s'inscrit dans un contexte de publication de blogs, sur des fanzines, et on voit de plus en plus d'éléments, et donc ça montre aussi peut-être un changement épistémique dans les considérations en fait de la question trans et des luttes trans, des questions trans. Et après, il y a aussi en contexte canadien où, pour le coup, moi j'ai pu avoir accès à pas mal de ressources récemment, et où en fait on voit des éléments
des recensions intéressantes qui ont été faites. Par exemple, il y a les travaux de Aimé Cloutier qui a fait un mémoire en fait de maîtrise sur justement une recension des écrits matérialistes trans. Et du coup, il a publié ça, je crois, en 2018. Et donc, on a des éléments très intéressants qui aujourd'hui nous permettent en fait de continuer à écrire et de continuer à étudier la question. Et donc, c'est plutôt encourageant de manière générale. Et au niveau des embrouilles, moi, j'ai vu tourner quelques trucs un peu critiques sur le bouquin, mais en vrai, de vrai, c'était pas très inattendu. Vraiment, justement, j'étais un peu déçue, je pense, parce qu'en fait, j'aurais aimé... Non, mais j'aurais, par exemple, moi je trouve qu'il y a des éléments à critiquer, notamment typiquement sur mon article. Enfin, il y a des trucs où moi je suis déjà critique dessus maintenant, 2 ans après l'avoir écrit, donc du coup je me serais attendue à ce qu'il y en ait. Et en fait, j'en ai pas vu, donc je me suis dit, peut-être il est pas, peut-être il est pas assez bien pour que de toute façon on soit chier à le critiquer. Mais je sais pas. Mais du coup, dans les critiques qu'il y a eu sur le bouquin, à choisir, j'aurais préféré que ça soit là-dessus, qu'on ait ça en fait. Et du coup, on a eu des trucs auxquels on s'attendait. Donc c'était déprimant quoi, parce que avec des critiques sympas et tout, on peut se défendre, on peut dire non, je ne dis pas ça, ou en fait oui, merde, voilà, mais on peut un peu avancer. Et au moment par contre, avant que l'article soit retravaillé par Pauline et Noémie nous ont proposé très vite en fait d'être intégrés au livre, mais par contre elles nous ont fait travailler dessus parce que clairement, déjà là, il remplit pas des normes nécessairement universitaires, mais c'est pas grave, ça tombe bien, c'était pas le but du bouquin. Mais alors de base, quand il était sur notre blog, clairement, c'était pas ça, quoi. Donc elles nous ont fait retravailler dessus, ça nous a permis de revoir certains éléments, etc. Et quand la V1 est sortie, on s'est embrouillé avec quelques personnes, mais en fait là encore, on s'y attendait, quoi. Genre, il y a des personnes qui me parlent plus à Lyon, mais en fait je sais même pas si les gars en question me parlent plus parce que à cause de l'article ou si juste pour des embrouilles interpersonnelles. Donc du coup, à ce tarif-là. Donc voilà, on peut même pas vous donner du gratin, quoi. D'abord, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et je voulais vous poser une question par rapport à un mot que vous avez employé, que je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'avais jamais entendu ce mot avant. C'est transitude. Et quand vous avez parlé de, je ne sais plus qui est l'auteur de l'article exactement, mais cette idée que quand on parle de transfuge de sexe, il faut le lire avec une espèce de grille qui est aussi coloniale. Et donc ça m'a fait penser, mais transitude, ça se rapproche un petit peu du mot négritude, Aimé Césaire, tout ça, etc. Et je me demandais si, d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce mot et s'il y avait un rapport ou pas avec la pensée décoloniale ou quelque chose de cet ordre-là. Et oui, aussi, quelle est la différence entre la transsexualité et la transitude, s'il y en a une? Voilà. Merci pour votre question. À la base, en fait, transitude, on l'emploie pas trop en France, et c'est juste que le mot, il vient du Québec. Enfin, il y a les Québécois et les Québécoises qui disent transitude pour avoir un terme un peu vague, un peu vaste, qui préjuge de rien, et les Amerlocs qui disent transness à la place. Et moi, je trouvais que l'avantage de transitude, c'est que c'est un bouquin, excusez-moi, un concept ou un mot du moins qui est un peu vague et qui contient pas déjà une thèse sur ce que c'est.
être trans. C'est-à-dire, transidentité, il y a déjà une thèse dedans. C'est un phénomène psychique intérieur. Transsexualité, il y a aussi une certaine thèse. Transvestisme, transsexuation, transgenre. Dans tous les cas, il y a une certaine interprétation. Et nous, on voulait avoir le mot le plus vaste possible pour parler, pour parler du phénomène trans. C'est pour ça qu'on a pris transidentité, qu'on a un peu importé ce terme-là, qui à la base était employé plutôt au Québec, en se disant, bon, bah voilà, comme ils parlent français au Québec, on peut employer le même mot. À ma connaissance, c'est pas du tout lié à négritude, c'est juste, enfin, il y a itude à la fin, comme on met comment ça s'appelle, un suffixe, voilà, merci, un suffixe à la fin d'un mot pour en faire un nom, quoi, mais comme ça aurait pu être transité ou transit, je sais pas. Donc c'est vraiment pas lié au concept césarien, notamment de négritude. Après, moi j'ai tendance à préférer d'autres mots que j'estime plus précis. Transsexualité ou transsexuation notamment. Mais le truc, c'est que si tu écris directement dans un article transsexualité ou transsexuation, il y a 10% des personnes minimum qui arrêtent de te lire en mode « Ah, c'est quoi cette terf qui parle comme ça? C'est quoi ces horribles mots sortis d'un autre âge ?» Donc voilà, je me dis peut-être que ces personnes, si elles lisaient l'article jusqu'au bout, elles seraient quand même intéressées. Donc autant ménager la susceptibilité et écrire transitude à la place. Sinon, sur la différence, c'est quoi? Bon, transsexualité et transsexuation, c'est quand même peut-être plus précis, parce que généralement, quand on pense ça, on pense à l'aspect de la transition médicale. Or, la transition, ça peut être 3 choses: transition médicale, transition sociale et transition juridique. Et il y a des gens qui vont pas faire la transition médicale, ou qui vont pas la faire au même degré. Des hormones, mais pas dopées, des hormones à un moment et arrêter d'en prendre. Enfin, il y a plein de cas de figure. Donc peut-être que transitude, c'est aussi utile pour garder un terme parapluie un peu vaste pour parler de gens qui sont pas forcément dans les pratiques de transition médicale, mais qui néanmoins changent de nom, de prénom, de genre par lesquels on le nomme, enfin de genre grammatical par lesquels on les nomme, de vêtements, tout ça. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir des termes un peu plus vastes. Par ailleurs, là, on emploie transitude dans le cadre de la présentation du livre, et puis aussi, il me semble, dans l'intro. Mais après, les autoristes, en fait, dans les articles, emploient les termes qui leur conviennent le mieux. Donc, du coup, c'est aussi une manière de présenter un peu la pluralité des terminologies utilisées, puisqu'il n'y a pas nécessairement d'accord pour les autoristes sur les termes utilisés. Et par ailleurs, même si, comme l'a dit Pauline, il y a des thèses qui sont affiliées aux mots, le fait de se réclamer de tel ou tel mot ne présume pas nécessairement l'adhésion à telle ou telle thèse. Typiquement, voilà, d'un point de vue sémantique, une des pratiques récurrentes, par exemple, c'est de dire il faut surtout pas utiliser transsexualité, parce que transsexualité, c'est psychologique, c'est pathologisant, etc., etc. Alors, c'est vrai, effectivement, ça vient de la psychiatrie. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, dans le DSM, le trouble de l'identité de genre, etc., en fait, on parle plus de transsexualité dans le DSM, en fait, on parle de Ah oui, excusez-moi. Le DSM, c'est le désolé, c'est le manuel, en fait,
Ouais, des troubles mentaux. C'est en fait le manuel qui constitue la grille d'analyse et de diagnostic des troubles mentaux en psychiatrie. Voilà. Donc du coup, à l'heure actuelle, en fait, la question du trouble de l'identité de genre, et donc qui concerne les personnes trans, en fait, est encore au DSM, donc on n'y est pas hein, sur la dépsychiatrisation. Et en fait, on ne parle plus de transsexualité, on parle de trouble de l'identité de genre, on parle de transidentité. Donc du coup, la question du point de vue psychiatrique, en fait, le fait de dire voilà, j'utilise plutôt tel terme, ou tel terme, ou tel terme, c'est un peu compliqué en fait dans un contexte où de toute façon nos terminologies, nos mots pour nous dire, etc., sont repris en fait dans un contexte psychiatrisant, etc. Donc du coup, chacune utilise les termes qui lui conviennent. Et effectivement, Transitude, c'est un groupement qui est neutre techniquement à l'heure actuelle. Je voulais vous remercier pour le livre. J'ai trouvé vraiment super intéressant et toutes les contributions. Et j'avais une question parce que je me demandais un peu quelle était la traduction politique de tout ce que vous avancez. Et je me suis dit qu'il y avait un terme qui ne revenait pas dans le livre, mais qui est très utilisé. Et justement, autour des questions d'inclusivité, c'est femmes et minorité de genre. Voilà, minorité de genre. Et je me suis dit, mais ce terme de minorité de genre, qui est justement comme un truc que souvent qu'on n'ouvre pas, est-ce que c'est pas justement un point où vient se cacher ce dont vous parlez, c'est-à-dire par exemple des formes d'inclusion des hommes trans, mais qui sont un peu floues sur pourquoi on les inclut, ou des formes de traitement à part des femmes trans, que voilà, où finalement peut-être on ne sait pas trop dans quelle catégorie on les met, quoi, c'est-à-dire femmes ou minorité de genre. Et je me dis l'absence de réflexion là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas la déplacer en interrogeant ce concept? Enfin, est-ce que vous y avez pensé à ce concept? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'est pas dedans? Enfin, voilà. Donc moi je suis de manière générale très critique en fait du terme femme et minorité de genre. C'est un élément qui est un peu abordé dans notre article quand on parle de la non-mixité en fait. Parce que la question de la non-mixité est extrêmement intéressante et c'est dans ces contextes-là qu'il y a eu le plus de tension en fait vis-à-vis de la présence des hommes trans, puisqu'en fait ça revient à considérer... Alors là actuellement sur Lyon, on se retrouve des fois dans des situations non mixtes qui sont vraiment fascinantes parce que sur les violences LGBT-phobes, on se retrouve avec des non-mixités sans hommes cis. Ça veut dire qu'on va marcher sur les questions LGBTI aux côtés de femmes hétérosexuelles, mais sans les hommes gays. Voilà. Donc moi, dans ces cas-là, je suis au bout de ma vie. Enfin, voilà, je sais plus quoi dire. Enfin, voilà, face à cette situation. Donc, et en fait, ça montre un peu la question de qu'est-ce qu'on fait en fait de la non-mixité, comment on la réfléchit, parce que là, ça revient à dire bon bah voilà, en fait, nous, ce contexte-là, c'est un contexte qui est intrinsèquement homophobe, qui consiste à dire c'est les hommes cis le problème, peu importe leur sexualité, donc les hommes cis gays dans la même ligne. La question en fait, c'est que du coup, la question de femmes et minorités de genre ou de la non-mixité, etc., ça revient à demander à penser la non-mixité. Donc se faire chier, en fait, à chaque fois qu'on va faire un événement, à réfléchir à la modalité de la non-mixité. Et donc, du coup, ça implique un effort politique qui est nécessaire, qui doit être fait, mais où généralement les gens ont un peu la flemme, et donc du coup la manière de le faire et de gérer son truc, c'est de dire je fais femme et et minorité de genre, ou je fais non mixité sans MC, c'est comme ça, genre, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain et j'ai pas besoin d'y penser plus. Donc nous, généralement, on essaye de réfléchir aux non-mixités qu'on utilise dans les espaces dans lesquels on milite. Par exemple, on a fait une bourse aux vêtements à Lyon, donc avec plusieurs personnes trans, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire comme non-mixité. On veut une non-mixité trans, ça c'est sûr.
on veut réfléchir aux différentes personnes qui vont avoir besoin de cet espace. Donc du coup, on s'est dit, en France, on a plutôt tendance à lier les luttes intersexes avec les luttes trans. Et ça nous paraît pertinent que les personnes intersexes aient accès à cet espace aussi. Donc voilà, donc trans et intersexe. Non-binaire, ça nous paraissait absolument nécessaire à mentionner parce qu'on sait qu'il y a des personnes trans qui ne se reconnaissent pas nécessairement sous l'étiquette trans et que donc non-binaire, ça leur parle plus et que c'est nécessaire pour qu'elles se sentent bien dans ces espaces. Et puis on s'est dit, pour simplifier la situation, on va proposer aussi en questionnement. Donc on avait une non-mixité qui est donc trans, intersexe, non-binaire et en questionnement. Voilà, en se disant, s'il y a des personnes qui viennent et qui en fait sont pas du tout en questionnement, au pire c'est quand même des personnes qui viennent à une bourse aux vêtements, enfin a priori voilà, c'est des personnes qui en ont besoin, quoi. Donc au pire du pire, ce sera pas très grave si notre non-mixité n'est pas à 100% respectée. Et donc ça implique de systématiquement y réfléchir. Mais du coup, c'est du travail. Et donc parfois, quand on veut être inclusif, et ça c'est important parce que c'est un terme négatif, quand on veut être inclusif, on n'a pas forcément envie de se faire chier. Alors que quand on travaille avec les marges et qu'on les prend en fait, non pas comme des personnes qu'on inclut dans une lutte qui serait dominante, mais qu'on considère comme prenant part à part entière à cet espace, là en fait on est obligé de réfléchir autrement. Donc voilà. Je vais commencer si ça te... merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment super chouette, j'avais très hâte. Moi, c'était pas trop une question, mais aussi plus pour un peu compléter, parce que je crois que aussi cette question d'inclusivité, tout à l'heure tu parlais de flemme, du fait que souvent on les posait pas par flemme, mais moi, de mon expérience, c'est plutôt qu'en fait c'est toujours les mêmes qui vont porter ces questions dans les collectifs, dans les mobilisations collectives en général. Et du coup, souvent des meufs trans, souvent des trans homosexuels, des trans racisés, etc. Et du coup, qui en prennent plein la gueule parce que, comme vous le savez très bien, il y a les enjeux on peut rapidement être insulté de TERF, quoi. Et du coup, du coup, c'était juste pour inciter que y a un vrai effort collectif à faire. Parce qu'en fait, il y a déjà des personnes qui vont faire ce sale travail, et c'est celles qui vont, pour qui ça va coûter le plus cher, en fait. Donc voilà, c'était ça. Et aussi, donc, je voulais dire un truc sur... moi, je suis trop contente de que ce bouquin existe. J'aurais été contente qu'il existe une année plus tôt, parce que ça aurait été bien pratique pour mes études. Bref, je raconte ma vie. Mais et puis, je suis super... je trouve ça super symbolique et super fort que ce soit deux meufs lesbiennes qui dirigent le bouquin, parce que moi ça me fait un peu écho à genre la place historique des lesbiennes dans les luttes féministes, et y compris dans la théorisation matérialiste. Et pour moi c'est un peu trop cool de voir que qu'il y a ce prolongement là, mais du coup sur les questions trans. Donc un big up spécial aux meufs trans qui ont contribué à ce bouquin. Et je voulais aussi, tu parlais d'intersexuation, et du coup je me demandais si vous aviez eu des remarques par rapport à ça, et si vous aviez des recommandations, ou alors si vous avez une idée de, d'ébauche de théorisation matérialiste de l'intersexuation. Voilà. Je vais donner un nom et je vais regarder mon copain pour qu'il hoche de la tête si c'est bon ou pas. Donc, la seule personne que je connais qui étudie la question, c'est Yannick Bastien-Charlebois. C'est bon. Donc, il me semblait qu'on était sur une analyse matérialiste il hoche comme ça. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, tu peux aller voir ses travaux qui sont extrêmement intéressants de toute façon. Et qui du coup sont sur justement la question des positions des personnes intersexes dans la société. Et donc elle est québécoise, donc
donc c'est en société canadienne, mais bon, ça reste quand même intéressant. Et pas de remarques pour ma part sur la question, mais après, c'est parce que je me permets d'éléments de réponse, mais je suis pas sûre. Nos luttes sont communes, mais par contre, nos analyses ne le sont pas. C'est-à-dire que les analyses produites par les personnes intersexes sont pas forcément liées nécessairement aux analyses produites par les personnes trans. Par contre, il y a un terrain de revendication commun parce que il y a plusieurs éléments sur lesquels en fait on a conscience du fait que le socle de départ est le même, voilà, qui est notamment le dimorphisme sexuel et l'obsession de produire donc des corps qui sont normés, etc. Mais voilà, ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est pas le cas partout. Par exemple, il y a notamment, il me semble aux États-Unis, les questions intersexes, elles sont nettement séparées des questions trans. Moi, je trouve ça assez chouette qu'on ait un socle commun de revendication. C'est important de le maintenir dans les espaces politiques dans lesquels on milite. Mais par contre, sur l'analyse, ça me paraît pas nécessairement toujours transposable et ça me paraît intéressant d'avoir justement une séparation nette des questions qui sont pas nécessairement les mêmes pour le coup. Pour compléter ce qu'a dit Karl, en termes d'analyse, alors qui n'est pas forcément matérialiste, mais qui est quand même très intéressante sur le sujet, y avait tout ce que faisait Misha Anomaly sur Twitter il y a quelques années, qui a été l'un des fondateurs du collectif Intersexe et Alliés, c'est ça, et qui par ailleurs est aussi trans, et donc c'est pas forcément quelqu'un qui se dirait matérialiste ni queer déjà non plus, mais qui en tout cas a vraiment proposé des analyses assez fortes. Bon, mais je crois que ça fait quelques années qu'il s'est un petit peu mis en retrait du travail militant et théorique. C'est crevant. Par ailleurs, dans le bouquin, il n'est pas du tout à exclure qu'en fait une partie des autrices et des auteurs soient des personnes intersexuées, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas mentionné, donc dont je parlerai pas plus avant. Qui voilà, et c'est pas inenvisageable que dans des travaux à venir on associe éventuellement ces questions-là, peut-être si Misha revient un peu dans les réseaux, on verra ça. J'avais essayé de l'inviter à un colloque que j'avais organisé à la fac d'Amiens il y a un an et demi, mais voilà, il répondait vraiment plus à l'époque, quoi. Mais voilà, bon, je pense que c'est quelqu'un qui aurait des travaux à faire sur ces questions justement d'intersection entre l'intersexuation, la transitude et comment elles sont dominées en fait dans la société. Et puis sinon, merci pour tous tes compliments. 1, 2, non? Oui, si ça marche. C'est juste le masque, vous permettez? Ouais. En parlant de compliments, moi je tiens à vous dire un grand merci. C'est un plaisir en fait, c'est attendu et à la fois il fallait pouvoir le faire. Du coup merci pour votre contribution au champ universitaire français. Non, mais surtout au militantisme trans et à l'évolution de la société quoi, française, etc. Déjà ça, et puis bon, ma petite comment on pourrait dire ça? Bon, on est en train de parler de mots et la sémantique, tout ça, les mots, se définir. J'avais envie d'avoir votre hypothèse, de discuter avec vous du terme qui est d'ailleurs peut-être discuté dans le livre que je n'ai pas encore lu, mais que mon cher ami m'a offert. Merci Noé. Mais du coup, queer en fait. Est-ce que, voilà, le livre, qu'est-ce qu'il en dit? J'imagine que vous avez une opinion là-dessus, sans doute tranchée, je sais pas. Et sinon, que pensez-vous aussi des potentielles traductions du style déviante de genre, enfin vous voyez les tentatives de traduction un peu, pour rendre ce mot un peu moins incompréhensible dans le contexte francophone, ou français plutôt, parce que bon, voilà. Merci encore.
Alors, le queer est assez peu mentionné dans le livre positivement. Bah non, mais en fait, ça dépend. En fait, les positions des personnes dans le livre par rapport... Enfin, c'est ça la question, c'est les positions, nos positions par rapport aux théories queer, par exemple. Ah, le mot. Ah. Bah, le mot est lié quand même beaucoup aux théories. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pourrais éventuellement me reconnaître dans le mot queer, mais par contre, si je l'utilise pas, c'est parce que je sais à quoi il renvoie en fait théoriquement en France. Donc du coup, si on parle en tant que tel d'usage, par exemple, parce que c'est une insulte au départ, voilà, qui veut dire tu es étrange, bizarre, et qui du coup est à direction des personnes, notamment gays, lesbiennes, et notamment, il me semble, racisées. Et du coup, queer et le fait de se réattribuer des insultes, ça me choque pas. Moi, si on me demande ce que je suis, généralement je dis que je suis PD, et PD c'est pas non plus la manière la plus sympa de qualifier un homosexuel, mais je dis plus facilement que je suis pédale, une grosse, enfin voilà, etc. que je suis un homosexuel, voilà, respectable. Donc voilà. Donc sur l'usage de queer, généralement, en fait, ça renvoie à l'heure actuelle quand même à un programme politique, une idéologie queer, etc., qui n'est pas clairement nécessairement formulée. C'est-à-dire que derrière queer, on retrouve beaucoup en fait, d'opinions différentes. Mais ces derniers temps, on constate quand même qu'il y a plutôt une tendance à une vision assez... libéral, je dirais. Non, vraiment libéral en fait de la question du genre, qui consiste en fait à voilà, considérer que on est subversif, on peut le multiplier, faire exploser, etc. Et que du coup, plus on en fait, plus on a de genres différents, plus ça explose, etc. Je sais pas. Genre, honnêtement, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Dans le livre, il y a des personnes qui sont très 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 hostiles aux théories queer. Bon, voilà, Joao, par exemple, il est plutôt hostile et il le dit d'entrée de jeu. Il y a d'autres personnes qui le sont moins. Voilà, il me semble que Emmanuel, par exemple, pas spécialement hostile. Il y a des personnes qui ne sont pas tranchées. Moi, j'ai pas d'opinion. J'ai pas de problème, par exemple, avec la multiplication des catégories de genre. Mais par contre, c'est pas un horizon politique pour moi. C'est-à-dire que, typiquement, je peux m'allier avec un certain militantisme qui, par ailleurs, n'a pas spécialement envie de s'allier avec moi. Dès lors que les revendications sont, par exemple, de supprimer la mention de sexe à l'état civil, par exemple, sur les cartes d'identité, ça, aucun souci. Par contre, si le militantisme porte plutôt sur le fait de faire reconnaître un troisième genre, par exemple, je vais moins être enclin à m'y allier. Mais la bonne nouvelle, c'est que globalement, même les personnes qui ont cette espèce de vision que moi je qualifierais de libérale, en fait, des questions de genre, ont plutôt tendance à aller vers un programme politique qui justement est en accord avec ce que moi-même je peux défendre. Donc du coup, ça fait que l'alliance politique est possible. Après, voilà, donc la question qui se pose, c'est la question du cadre d'analyse. Et après, sur le cadre d'analyse, là, ce qui est compliqué, c'est que queer, ça concerne pas uniquement la transitude, ça concerne aussi les positions de personnes qui sont cis, mais qui vont se dire... déviantes de genre pour X, Y raison, tout en étant des fois lesbienne, gay, mais aussi des fois pas nécessairement, et du coup là ça devient un peu complexe pour ma part. Et donc là, mon point de vue, c'est que ça dépend en fait, mais que typiquement, c'est pas la même problématique en fait de parler du queer et des théories queer quand on est en non-mixité de personnes trans.
et quand on est dans un contexte où il y a des personnes cis. Puisqu'en fait, les résultats ne sont pas du tout les mêmes et ça n'a pas du tout le même impact. Et donc, par exemple, ce que j'avais expliqué quand on a présenté le bouquin à Lyon, j'ai vu 2 colloques cet été. Il y en a un qui était en non-mixité de personnes trans et où il y avait des opinions divers et variés, et donc il y avait des personnes qui avaient des tendances queer, et en fait les discussions étaient toujours plus ou moins intéressantes parce qu'on partait quand même d'un socle commun en fait de vécu, donc du coup on avait des choses à se dire et on savait un peu prioriser les éléments qui nous intéressaient le plus. Et puis il y a une autre prise de parole, colloque, où en fait c'était sur la santé en général dans un contexte d'études féministes, et il y a eu une section qui a été attribuée aux personnes trans, ou 2 sections, je ne sais plus, qui étaient des sections d'1 quart d'heure. Et les questions, en fait, ont porté en fait, ont pris justement cette lancée libérale, et où une personne a demandé... a signifié que le problème principal à l'heure actuelle pour les personnes trans dans les hôpitaux, c'est que les formulaires d'accueil proposent uniquement la case hommes et femmes. Donc voilà, ça c'est le problème actuel. Et donc la personne qui a présenté ça, voilà, est une personne cis qui se réclame des opinions, des idéologies, enfin des idées queer, etc. Et donc la subversion du genre, machin. Bon, ok, mais je pense vraiment que si on demande aux personnes trans quels sont leurs problèmes dans les hôpitaux, le formulaire d'entrée et la case, ça va vraiment pas être le haut du panier, quoi. Vraiment, pour avoir fait des expériences de médecins ou d'hôpitaux, vraiment, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Je dis pas que c'est pas une question, genre ça peut être abordé, mais ce qui est intéressant, c'est que dans un contexte de non-mixité trans, ça, ce serait un exemple qui serait donné. Ce serait pas un sujet de discussion qui va durer 1 quart d'heure, 20 minutes. Ça serait de dire le personnel des hôpitaux nous catégorise, etc. Exemple, machin, et hop, on passe à autre chose. Là, c'était le sujet, la substance de la conversation. Donc, c'est la difficulté, je trouve, sur les théories queer. Pour compléter ce qu'a dit Karl, déjà merci aussi pour tes compliments. Hein. Bon, c'est vrai que c'était un peu le but aussi d'apporter quelque chose sur la place publique et aussi dans le champ universitaire. Parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, c'était en 2000, je sais plus combien, mais c'était vraiment une époque où quand on voulait parler d'un sujet trans à la fac, on invitait toujours la même personne. Son prénom commence par un A. Arnaud Alessandrin. Et voilà, le fait que... Voilà, j'espère que... Je vois que maintenant on commence à nous inviter, ou d'inviter d'autres personnes d'ailleurs, et qu'on ringardise un peu ce connard, c'est quand même une bonne chose. Alors sur le queer... C'est vrai que c'est un mot qui a plusieurs sens. Il y a le sens américain, anglo-saxon de base, c'est juste une insulte pour dire bizarre, tordu... Ça, je pense qu'on est beaucoup à pas avoir de soucis avec ça. Hein. Même si d'ailleurs, je ne vais pas non plus me dire queer dans ce sens-là, parce que pour moi, c'est pas précis. Quoi. Moi, si je dois inverser une insulte, je me définis comme Gwyn, tu vois, c'est plus précis que queer. Après, là, quand même, moi, où j'ai des soucis avec ça, déjà, c'est pour les théories queer en elles-mêmes, parce que sur la transitude, je trouve qu'elles apportent pas grand-chose. C'est un truc dont j'ai discuté dans mon introduction. Je trouve qu'elles se focalisent sur les débuts de la transition des personnes trans, au moment où elles sont perçues comme trans dans l'espace public, en disant « Waouh, c'est génial, elles subvertissent le genre ». Non, on s'en prend juste plein la gueule, on se prend juste un max d'agression. C'est pas un super bon moment, quoi. Et ensuite, si on subvertit quelque chose, ce sera dans nos sexes d'arrivée, quoi. On ne subvertit pas le genre. Bon. Donc déjà, je trouve que les théories queer, notamment celle de Butler dans Ses corps qui comptent, ça apporte pas grand-chose pour penser la transitude de manière intéressante. Et peut-être de manière plus contextuelle en France, là où j'ai du mal à me dire queer, c'est que les espaces en France qui se revendiquent queer et les collectifs qui se revendiquent queer, pas en totalité, mais assez souvent, notamment à Paris, il faut dire ce qui est, sont des espaces très transmisogynes.
C'est vraiment des espaces où, quand tu es une femme trans, si tu parles un peu, si tu donnes tes propres opinions, et si t'es pas juste de la chair sexuelle à consommer, on va te dire ah non mais ça c'est ta socialisation masculine, on va te réassigner, ça va être assez violent. Donc j'avoue que queer en France c'est tellement devenu le nom de lieux, de festivals où quand t'arrives en tant que meuf trans, et surtout en tant que meuf trans lesbienne, tu t'en prends plein la gueule, que je suis un peu échaudé par tout ça. Du coup j'ai pas spécialement envie de revendiquer ce terme. Moi j'ai tendance à fuir ces espaces. Il y a un an, il y a une meuf de Paname qui m'a invité à venir parler à la Queer Week. Je lui ai dit meuf, il n'y a pas moyen. Je sais très bien que là, tous tes petits queers de Paris, ils vont tomber dessus et me traiter de tous les noms, parce que j'aurais pas dit ce qu'ils attendent que je dise. Donc malheureusement c'est comme ça, mais les espaces qui se disent queer en France sont souvent des espaces qui, sous couvert d'inclusivité dont on inclut tout le monde, incluent pas tout le monde à la même place, et avec le même droit à la parole, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt quelque chose dont je me tiens assez éloigné, le queer, pour ces raisons-là. Sur ces espaces, d'ailleurs, dans les publications de Milan Bonté, justement, il y a un moment où il a publié les résultats d'entretien, il me semble, d'une femme trans, justement, qui critiquait un peu. Alors, il me semble pas qu'elle nomme spécifiquement que c'est les espaces queer, mais par contre, on retrouve un peu ces critiques-là, qui sont que c'est des espaces où il faut pratiquer une certaine softness, une douceur, etc. Et donc, la lecture de l'article est très intéressante, parce que il démontre à travers cet entretien, la personne en fait évoque le fait que c'est des espaces dont elle est exclue parce que elle correspond pas à l'image en fait qui convient d'une féminité, de la féminité. En fait, elle parle trop fort, en tout cas, c'est ce qui est considéré dans les espaces. Et où, en gros, il y a cette espèce d'ambiance de... comment dire ? Ton existence m'oppresse, elle fait trop de bruit, etc. etc. Donc, c'est intéressant, je pense, sur une certaine... sur certains comportements et certaines pratiques qu'on peut retrouver dans ces espaces-là, par ailleurs, de le lier avec cet article de Milan Bonté. Moi, il m'a beaucoup parlé parce que c'est pas quelque chose en fait dont je fais l'expérience à titre personnel, mais je voyais tout à fait en fait les critiques qui étaient émises dedans, et effectivement, enfin les ressorts transmisogynes qu'il y a derrière, et que par ailleurs je peux constater en tant que spectateur, quoi. En fait, on en vient du coup, on a pas mal parlé de conflictualité, de cette question du queer et tout, là c'est mieux comme ça, c'est ça ok. Et en fait, moi j'ai l'impression que vous dites un peu qu'il y a des polémiques, que de toute façon il y a toujours eu des polémiques dans les courants féministes, et que ça en est peut-être juste une de plus, et j'ai l'impression que vous vous positionnez un peu en surplomb par rapport à ça. Et en fait, on parle quand même beaucoup de ces petites polémiques-là. J'ai l'impression que ça a pris une grande place dans les échanges de ce soir. Et moi, dans ma vie perso, dans mon expérience communautaire de lesbienne cis, j'ai l'impression que c'est des questions omniprésentes, en fait, qui font qu'on se prend quand même beaucoup la tête, on s'engueule souvent. Voire, parfois, je pense qu'on ne constitue pas communauté juste parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ces questions-là. Et que j'ai l'impression que c'est assez explosif en fait, ces sujets. Enfin, moi, il y a des choses dont j'ose pas discuter avec certaines personnes, parce que je sens que c'est hyper chargé, quoi. Parce qu'il s'agit d'accéder à des espaces. À un moment, Karl t'a parlé de garder sa place dans la communauté d'origine des lesbiennes, pour des personnes qui... Et il y a vraiment ce truc à un moment donné, on accède à un espace qui nous donne des ressources. Et du coup, c'est aussi ça, nos communautés.
Et du coup, c'est des questions qui sont en fait qui peuvent être aussi très douloureuses, je pense. Et du coup, je me demande si le fait de dire que c'est des polémiques parmi d'autres qu'on va arriver enfin, je sais pas, qui vont s'éteindre d'elles-mêmes ou quoi. En fait, je sais pas si c'est une posture ou si c'est un optimisme de ouf que vous avez ou si c'est parce que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est waouh, c'est un truc énorme quoi. Ce truc des théories queer, des questions identitaires là-dedans et tout ça. Je sais pas si c'était clair. Alors, je te laisserai peut-être répondre si tu veux pour les espaces lesbiens. Mais en tout cas, en fait, il ne s'agit pas de dire que c'est des polémiques parmi d'autres et qu'on surplombe. C'est de dire que c'est des projets politiques qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ça part en fait d'une question en fait d'analyse qui est pas la même. Et donc déjà, par exemple, le fait de parler de communauté, en fait, ça c'est déjà un héritage en fait de ce projet politique justement queer qui en fait a été prédominant dans les milieux LGBT en France depuis pas mal d'années. À titre personnel, je ne fais pas partie d'une communauté queer ou gay ou trans en fait. Je suis un mec trans gay. J'ai fait des choix pour ma vie qui sont par exemple le fait d'être uniquement en relation T40, donc je n'ai des relations qu'avec des hommes trans du coup. Donc voilà, ça c'est des choix politiques qui me regardent et je constitue en fait j'évolue dans des espaces communautaires par rapport à ma position. Oui, mais non, mais parce que j'évolue dans différents espaces communautaires, mais j'ai pas de communauté en fait. Et les espaces communautaires, je les crée aussi en étant moteur en fait d'action politique. Par exemple, la bourse aux vêtements, c'est un espace qu'on a créé le temps d'un après-midi avec des personnes qui intervenaient dans des milieux qui étaient complètement différents et où si on parlait politique, probablement qu'on se serait engueulé. J'en suis sûr et certain. Mais en fait, on n'a pas parlé de politique, de comment on conçoit le genre de machin. En fait, on a dit, on constate un problème précis qui est, les personnes trans n'ont pas accès, les personnes trans, intersexes, non-binaires, n'ont pas accès aux magasins de fringues, ont du mal à avoir accès à des fringues, etc. Parce que financièrement, c'est galère. Moi, quand je dois acheter un fut, ça me prend une plombe, c'est chiant, machin. Bon, on va faire un espace d'échange là-dessus et on va créer en fait cet espace-là. Donc, en fait, c'est ça qu'on disait et aussi tout à l'heure quand on parlait de la non-mixité, etc. C'est que nous, en fait, on propose une idée, un projet politique qui reviendrait à dire, le point de vue identitaire, on a du mal à se retrouver dedans. Justement, le fait que ça fasse mal, parce qu'en fait, ça fait référence à un élément qui est identitaire et qui est donc le moi, etc. Et donc, que ce soit douloureux, nous, on propose en fait de dire, est-ce que ça vaut le coup de partir là-dessus ou est-ce que ça vaut le coup de partir sur des questions qui sont plutôt matérielles, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin. Et donc, dans le contexte de ces questions matérielles, de réfléchir aux non-mixités, aux espaces que l'on crée, etc. Et donc, du coup, ça présente plusieurs problèmes qui sont liés aux espaces communautaires. Notamment, l'un d'eux est de refuser de faire appel uniquement à l'affect et à l'interpersonnel. Et en fait, un des problèmes présents très souvent, c'est que on évolue dans des villes. Donc moi, je ne sais pas comment c'est à Toulouse, mais par contre, je sais comment c'est à Lyon. Et souvent, en fait, les non-mixités, elles reposent beaucoup sur de l'interpersonnel et de l'affectif. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, j'ai envie de faire une non-mixité, mais en fait, j'ai envie que telle personne vienne parce que c'est mon pote, mais du coup, ça fait chier parce que ça correspond pas à la non-mixité. Bon, je vais faire une non-mixité comme ça. En fait, faut savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on fait des soirées entre potes ou est-ce qu'on fait des événements politiques ? Parce que si on fait des événements politiques, on part de ce dont ont besoin les personnes et donc on fait une non-mixité qui cette fois-ci correspond à ça et puis une autre fois on réfléchira à notre non-mixité autrement. Puis si j'ai envie de faire une soirée entre potes, je fais une soirée entre potes. Et en fait c'est ça la difficulté entre guillemets quoi. Donc
pour ma part, c'est ça. Ça correspond pas à dire, enfin voilà, on est au-dessus des polémiques, etc. Non, en fait, on a des projets qui sont pas forcément les mêmes. Ça veut pas dire qu'on n'a pas forcément des fois des constats qui sont similaires ou des pratiques qui sont similaires. C'est juste qu'on n'a pas le même projet, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais abonder dans le sens de la réponse de Karl, au sens où, comment dire, si on était en surplomb, que c'était de la posture, bah, j'y serais allé à la Queer Week. Si vraiment ça me faisait pas chier de m'embrouiller avec des queers et des pipous, j'y serais allé à la Queer Week et j'aurais pas eu de souci à me faire traiter de TERF par des gosses de 15 ans qui viennent de découvrir le mot queer dans le dictionnaire. Donc voilà, non, effectivement, ces embrouilles, elles sont violentes, enfin, c'est pas agréable, parce que c'est souvent, quand ça vise des femmes trans, bah, c'est juste de la silenciation de meufs. C'est juste des gens qui décident que bah, une meuf, trans ou cis, c'est pas, en tout cas, et d'autant plus trans que bah, c'est une meuf minorisée parmi la minorité que sont déjà les meufs, elle n'a pas spécialement le droit d'avoir ses propres avis, de les exprimer en public. Donc oui, ça fait chier. Après, il y a deux choses. Le premier truc, c'est que bon, ben, on vit dans des villes aussi assez grandes pour se dire bon, ben, personne que j'ai pas envie de croiser, je vais pas forcément les croiser. Ouais, dans la ville où j'habite actuellement, ben, il y a plusieurs bars goudou. Ben voilà, je sais que je vais pas dans un certain bar goudou, je vais croiser des personnes avec qui j'ai pas envie de causer, qui sont d'ailleurs rarement des goudous en vrai. Généralement des meufs cis qui sortent avec des mecs trans, mais je citerai pas de nom. Et je vais aller dans un autre bar goudou et ça va bien se passer, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Et l'autre aspect, c'est que même si on s'embrouille, bah parfois ces personnes-là à qui on s'adresse plus trop la parole, ben on sera dans la même manif. Et tant mieux. Tant mieux, c'est pas parce qu'on est hostile sur certains trucs qu'on peut pas être à une marche lesbienne, à une marche pour la PMA, des trucs comme dans le genre. On va quand même pas se parler, on va quand même se regarder en chien de faïence en mode bon, on est là. Mais c'est pas non plus intéressant de régler ça à la triplex, quoi. Enfin, à la triplex, à la rigueur, on va régler ça avec des... Enfin, je veux dire, la triplex, autant la garder pour les vrais fascistes plutôt que quelqu'un avec qui on s'entend mal parce qu'elle considère que si elle est une meuf cis qui sort avec un mec trans, c'est lesbien et moi je suis pas d'accord et pff, bon, il y a quand même plus grave dans la vie, quoi. Donc non, c'est pas une posture, évidemment, ça me fait pas plaisir d'être... de m'être engueulé avec 10 personnes à Lyon et 30 à Paris. Et, mais c'est pas... j'ai pas envie de me laisser bouffer non plus par ce genre d'embrouille-là, alors qu'en face, en face il y a les TERF, en face il y a les FEFA, enfin en face il y a pire que ça, quoi. Donc c'est pas une posture, mais c'est juste remettre les choses à leur place. Et oui, nos communautés au pluriel ou nos réseaux, alors pour moi, trans et lesbiens, bah ouais, c'est des espaces qui sont violents, qui sont souvent des espaces où, bah, je te dis, il y a une partie que moi je fréquente plus. Et je pense que c'est pas propre aux trans, hein. Je connais aussi plein de copines qui sont des gouines racisées sur Paris qui disent bah moi par exemple la MUT j'y vais pas parce que j'estime que c'est un espace blanc où je me suis prise beaucoup de domination raciste. Bah voilà, et bon, je parle de la MUT, tout le monde connaît les embrouilles de la MUT sur la question de la domination raciste, hein. Enfin, tout le monde connaît, c'est peut-être un peu plutôt de notre génération, mais donc ouais, nos espaces, bah évidemment, ils sont traversés de domination, même nos espaces lesbiens, ils sont traversés de domination transphobe, de domination raciste, de domination antisémite, et bon, ben... Et voilà, il faut les prendre à bras-le-corps, et en même temps, parfois, bon, ben... on gère aussi en s'en éloignant un peu, quoi. Et... Moi, j'ai la chance d'être dans une ville actuellement, Paris. Enfin, je sais pas si j'ai la chance d'être à Paris, mais en tout cas, j'ai la chance d'être dans une ville où il y a plusieurs espaces lesbiens qui permettent que, voilà, quand je vais picoler, bah, je vais pas croiser des gens avec qui on s'est embrouillé. Bon, bah, voilà, c'est vrai que c'est pas pareil partout. C'était déjà assez différent à Lyon. On se croisait plus et du coup, on gérait un peu plus avec ça. Mais non, effectivement, c'est pas une chose facile et agréable. Et nos milieux, de toute façon, voilà, on le sait, ont jamais été des milieux où il y a que de la solidarité et de l'amitié, quoi, évidemment.
Merci déjà d'être venu et d'avoir présenté le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Donc, ça fait du bien d'avoir, on va dire, les personnes qui l'ont écrite en face. J'aurais deux questions relativement simples. La première, c'est est-ce qu'un tome 2 est-il en préparation? Euh, la seconde, est-ce que vous avez reçu votre chèque du lobby LGBT, voilà, pour ce livre? Alors, pour te répondre de manière concise à ta première question, est-ce qu'un deuxième tome est en préparation? Pas encore forcément, c'est une idée, mais on a toutes et tous 40 000 trucs à faire avant, 40 000 autres bouquins à prévoir. Genre, moi j'ai un autre bouquin prévu aussi chez Historica Associés, mais qui sera juste un bouquin solo. Donc, sans doute qu'un jour on fera un autre truc. Ce sera pas forcément que les mêmes personnes. Moi j'aimerais bien qu'il y ait Milan Bonté, qu'il y ait Arnaud qui soit dedans, peut-être qu'il y ait Zoé, voilà. Donc, enfin, plein de gens. Donc, peut-être un jour, mais ça se comptera en années. Et sur ta deuxième question, est-ce qu'on a reçu un chèque? Non. Le lobby LGBT, ça marche seulement si t'es voilà, si t'es un peu plus majoritaire que nous dans l'échelle sociale. Et puis ça marche si tu fais des happenings islamophobes avec la mairie de Paris et Marlène Schiappa. Et comme c'est pas notre cas, on n'a pas eu de chèque. Bonsoir, merci. Dans vos recherches, dans votre historique militant, etc., comment est-ce que vous avez pu ou croiser la question matérialiste autour de la question de la non-binarité? Parce qu'on a parlé un peu de... vous avez listé par moment trans, intersexe, non-binaire. Et effectivement, moi, les premières fois que j'avais rencontré la question non-binaire, c'était assez détaché de la question trans. Enfin, ça se séparait justement parce que la question trans était vue très binairement. Et puis finalement, aujourd'hui, il y a des gens qui le redéfinissent comme trans, c'est en opposition à cis. Donc en fait, il n'y a pas le choix. C'est soit on est cis, soit on est trans. Donc si on n'est pas en accord avec son genre assigné à la naissance, du coup, on est trans. Et donc du coup, les personnes non-binaires sont incluses. On revient sur les premières questions de termes, etc. Mais comment est-ce que c'est articulé dans le livre? Est-ce que c'est pensé? Et si oui, comment? Ou comment est-ce que vous le pensez? Je commence et je te réponds très rapidement. Alors dans le livre, c'est surtout dans l'article d'Emmanuel Bobatti qu'il y a une prise en compte de la non-binarité. C'est quelque chose qui développe plus dans son bouquin, Transfuge de sexe. Ça revient un peu moins dans les autres articles, parce que voilà, quand tu écris un article, ça fait un nombre de pages limité, tu traites certains sujets, tu peux pas tout traiter à la fois. Moi, je sais juste que voilà, mes terrains, je les fais plus sur les terrains des femmes transsexuelles. Donc tu vois, il y a aussi une question de sur quoi tu bosses, sur quoi tu te spécialises. T'as pas forcément tout le temps de tout faire. Même si empêche pas d'ailleurs qu'il y a certaines femmes sur mon terrain que je rencontre ou qui peuvent se dire non-binaires aussi, mais c'est un peu plus rare. Du coup, voilà, c'est une question qui est un petit peu traitée par cet article-là d'Emmanuel Bobatti, qui essaye de prendre en compte à travers son concept d'espace social de genre. Peut-être c'est quelque chose qu'on travaillera plus à l'avenir, je sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé un article qui est paru il y a 2 jours sur le blog de Milan Bonté, qui est très intéressant, qui est sur justement la difficulté qu'il y a à parler de non-binarité comme catégorie quand tu fais de la sociologie. Parce que, en fait, les conditions, les identités revendiquées, les pratiques des gens qui se disent non-binaires sont hyper variables. Ça regroupe vraiment des trucs hyper larges. Et il dit, du coup, c'est un concept super difficile à utiliser en sociaux. C'est pas une catégorie on peut juste dire les non-binaires et là on dit ce qui se passe, parce que en fait ça regroupe des populations super différentes et du coup voilà, il appelle un peu à la prudence quand on parle de non-binarité là-dessus et voilà, moi c'est vraiment un article, quand je l'ai vu, était en mode ouais, c'est vraiment
quelque chose d'intéressant qui montre un peu effectivement les difficultés qu'il y a à traiter ce concept comme ça. Sur notre article avec Ellie, nous on n'en parle pas puisque en fait on parle depuis notre position et c'est le cas en fait de la plupart, enfin c'est le cas des articles dans le bouquin, c'est-à-dire que toutes les personnes parlent depuis leur position et parlent systématiquement en indiquant que ça peut éventuellement s'appliquer pour d'autres. Par exemple, toi tu parles des femmes trans et tu dis que ça peut s'appliquer aussi pour les hommes trans, mais tu parles des femmes trans. Voilà, par exemple. Donc nous, dans notre article, on savait que ça s'appliquait que notre analyse, elle portait sur les hommes trans. On sait qu'elle peut s'appliquer pour les personnes FTX. Il y a une part en fait de notre argumentaire qui questionne le fait de se dire FTX jusqu'à un certain point, dans le sens où l'idée c'est de dire que c'est difficile identitairement, enfin en fait vraiment d'un point de vue personnel en fait, d'accepter de tendre à appartenir à la classe des hommes, soit quand on a fait l'expérience de leur violence, soit quand on vient de milieux qui sont féministes ou lesbiens et où du coup on a appris à se construire en se séparant d'eux. Donc ça c'est un élément qu'on évoque, mais on le développe pas non plus énormément parce qu'en fait on n'est pas des personnes, on se déclare pas en tout cas non binaire. Sur la pratique politique, après pour moi en fait il va de soi que dès lors que je suis dans l'organisation d'un élément politique, puisqu'il y a une partie du public auquel je m'adresse qui se reconnaît dans l'utilisation du terme non-binaire et qui est plus à l'aise avec cette terminologie-là, c'est important, si je vise un public et pas juste l'idée que je me fais d'un public, d'utiliser une terminologie qui est adaptée au public en question. Donc peu importe en fait ce que moi j'utilise pour parler de moi ou ce que mes proches utilisent ou mes opinions sur la question, si je m'adresse à un public, je dois le prendre en compte dans son entièreté. Et donc du coup, que ce soit pour la bourse ou pour d'autres événements, par exemple, on avait fait, c'est un des cas qu'on évoque dans l'article, on avait fait un mois contre la médecine misogyne, et en fait sur la question de la médecine misogyne, on avait identifié le fait que beaucoup de problématiques que rencontraient des personnes FTM et FTX étaient clairement liées à la misogynie dans la médecine. Du coup, on avait inclus leurs paroles, et on avait inclus leurs paroles en disant c'est un mois contre la médecine misogyne, mais il y a des paroles, des témoignages qui viennent d'hommes trans et de personnes non binaires. Voilà. Ça marche, nickel. Excuse-moi, vas-y. Moi aussi, je voulais vous remercier pour votre travail. C'est un travail qui permet de la réflexion à la fois scientifique, parce que contrairement à Doug, j'ai la chance de le faire en début de parcours scientifique, et d'un point de vue militant aussi. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que appliquer les outils du féminisme, matérialisme, sur l'objet trans, comme le fait l'ouvrage, comme l'ont fait des fanzines, des blogs, etc., est-ce que ça apporte des nouveautés stratégiques pour l'abolition du patriarcat, en l'occurrence? Voilà, question large et complexe. Ou est-ce que les outils traditionnels du féminisme et matérialisme ça les bouscule pas forcément, ou alors... voilà, je pense que vous avez saisi ma question. Merci. Pour commencer à donner quelques éléments de réponse, là où ça bouscule certaines choses, c'est quand même sur la question de la place des trans, et notamment des femmes trans dans les luttes féministes, qui est pas forcément une évidence pour tout le monde, et notamment dans toute une frange des anciennes matérialistes françaises. Donc il y a quand même une question vraiment de qui est le sujet du féminisme. Voilà,
quelles sont les minorités de femmes qui ont le droit d'être des militantes à part entière dans le féminisme. Et je pense que c'était important pour nous, d'un point de vue matérialiste, de soutenir que les femmes trans sont des femmes comme les autres à ce titre. Après, en termes de stratégie, bon, voilà, c'est très très vaste, hein, comme je l'ai dit. On vient d'horizons assez divers. Je veux dire, dans le bouquin, tu as des gens qui sont anards, d'autres qui sont coco, d'autres qui sont Antifa version coco, d'autres qui sont lesbiennes séparatistes. Et du coup, ça dépend un petit peu de ça, quoi. Je sais que moi, clairement, ce que m'a apporté le matérialisme, et j'avoue que je suis plutôt une partisane de la composante lesbienne radicale du matérialisme, hein, celle de Wittig, celle de Guillaumin, c'est de chercher le plus possible à organiser des luttes et des espaces en non-mixité femmes, mais voilà, justement avec une définition de la classe des femmes qui ne soit pas une définition qui retombe dans le naturalisme, comme parfois certaines matérialistes des années 70 effectuent ce genre de rechute, quoi. Mais voilà, je ne peux pas me prononcer sur ce qu'apporte le féminisme à des camarades qui sont sur d'autres pratiques, que d'autres pratiques politiques que moi. Mais moi, c'est vraiment cette question-là de l'organisation autonome de la classe des femmes qui est pour moi très importante et qui pour quelqu'un comme moi qui suis venu du marxisme avant de devenir anard et lesbienne anard, est important dans la mesure où j'ai grandi dans un espace militant ouvriériste où il y avait l'idée que les espaces les plus importants, c'est les espaces en mixité, c'est le parti et le syndicat. Et au bout d'un certain nombre d'années, à essayer de gérer les plâtres de toutes les agressions et des viols commises par les mecs dans ces espaces-là, j'ai quand même fini par me dire que c'était peut-être pas une si bonne idée de donner une place aussi principale, aussi centrale aux organisations mixtes. Merci à vous, surtout merci à Terra Nova du coup de nous avoir accueillis. Merci pour les questions et merci d'être venu. C'était un plaisir.